les Canadiens comment avec l'inflation, pour lutter contre l'inflation? Bon, on a déjà pris des mesures. Vous avez une des mesures. D'abord, c'est un enjeu qui touche l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, hein, dans toutes les régions. On le voit même plutôt dans les communautés rurales aussi. C'est très, ça touche beaucoup de gens, particulièrement aussi dans le monde rural où il n'y a pas l'alternative, par exemple, du transport en commun. Les gens doivent dépenser plus pour les transports. Par contre, aussi, c'est un phénomène mondial. Alors, ce qu'il faut faire, puis je pense que c'est ce qu'on a fait depuis le début, c'est d'essayer de prendre des mesures qui vont améliorer le coût de la vie, c'est-à-dire réduire le coût de la vie pour les gens. Évidemment, les garderies à l'échelle nationale, c'est une bonne mesure. Vous avez vu la ministre Freeland qui a exposé le nombre de programmes qu'on a mis en place, plusieurs milliards, pour essayer d'alléger, j'allais dire, le fardeau que les familles doivent porter. On est conscient, il y a de l'inflation dans le prix des logements, il y a de l'inflation du côté de la nourriture. On a vu le prix de l'essence, qui est un prix mondial, qui a augmenté. Il y a beaucoup d'aide du gouvernement qui est indexée au coût de la vie. Oui. Mais quand on parle de l'augmentation du coût de l'essence, par exemple, est-ce que vous pouvez faire quelque chose au gouvernement Bien, fédéral moi, pour aider les gens? j'ai déjà saisi, vous rappellerez le Bureau de la concurrence, parce qu'évidemment, ce qu'on cherche, là, tout le monde, là, puis tous ceux qui sont à la maison, qui nous regardent, on regarde tout ce qu'on a dans notre coffre à outils pour aider les gens. Dans une situation comme celle-là, qui est assez unique, hein, de voir une inflation, je pense qu'on a les taux d'inflation les plus élevés des derniers 30-40 ans. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai chez nous. C'est de voir tous les outils qu'on a. Moi, j'ai saisi le Bureau de la concurrence au niveau, par exemple, vous avez vu au niveau de l'alimentation, au niveau du prix de l'essence, pour voir s'il y avait des pratiques qui étaient anticompétitives, pour voir si on pouvait régir ou intervenir. Il ne semble pas que ce soit le cas, mais on va rester vigilant, c'est ce que les familles nous demandent de faire. Ensuite de ça, on va développer, comme on l'a fait, des mesures pour rendre la vie plus, j'allais dire, moins coûteuse pour les gens sur les biens essentiels. Évidemment, les gens à faible revenu, les travailleurs à faible revenu aussi, mais c'est un travail qu'on doit continuer de faire puis qu'on est saisi à tous les jours. C'est une réalité pour tout le monde. C'est une réalité pour chez nous, c'est une réalité pour les gens dans différentes villes, puis c'est une réalité auquel on doit faire face. Puis je peux vous dire que c'est vraiment la préoccupation numéro un des gens qui sont dans cet édifice-là. Désolé, il faut y aller. Merci. À tantôt. Merci. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour améliorer ça maintenant? La situation pour madame et monsieur tout le monde est très sérieuse, particulièrement le prix de pétrole. C'est impossible pour les familles dans ma région, dans le nord. C'est nécessaire pour le gouvernement de mettre en place un plan de répondre à ce problème-là. Par exemple, la question de nécessité d'assurer compétition avec les grandes entreprises pétrolières, la nécessité d'aider les familles peut-être avec subventions comme le HST réponse. La taxe de vente. La taxe de vente, oui. Oui, c'est la situation de diminuer ou pour donner un cadeau, un congé, de donner un congé pour ça. Parce que c'est la situation, il y a beaucoup de pression pour les familles, particulièrement pour les travailleurs, les travailleuses et la classe moyenne. Charlie, Yes. what do you make of the fact that 600,000 people bought a membership to vote in the Conservative leadership race? Do you think that's a significant number? Do you think, does it... Not my party. It's not my party, not my gong show. What do you think it says about the process, that like, people were willing to engage at that level, and is it a pretty historic number for any party in this country? It's not my party. Take care. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, le Bloc québécois a toujours dit que la gouverneure générale ne servait à rien et qu'il fallait abolir ce poste-là pour économiser les sous des contribuables qui étaient destinés justement à faire en sorte que la gouverneure générale puisse faire ses maigres activités. Bien là, écoutez, on s'était trompé parce qu'elle a une utilité, elle fait rouler l'économie. Mais malheureusement, dans ce cas-là, elle fait rouler l'économie de Dubaï. Elle a dépensé plus de 100 000 $ en dépenses de restaurant pour elle et sa cour. Imaginez, plus de 100 000 $ de l'argent des contribuables, si précieux, a été dépensé de façon désinvolte par cette gouverneure générale qui a, je vous le dirais, développé rapidement des réflexes de dépenser l'argent des autres. Elle semble être très bonne là-dedans. Et nous, on est vraiment stupéfaits par cette histoire-là et on va demander au Comité des finances publiques qu'elle vienne nous expliquer pourquoi elle a fait ça et essayer de comprendre l'état de la situation et surtout en espérant que sa visite la convainque de ne plus jamais faire ce genre de dépenses qui sont plus qu'inutiles.
Alors, le Bloc québécois, moi, je vous dirais, quand on a lu ça, on a été vraiment, vraiment scandalisés par cette histoire-là. Et on veut absolument la questionner. Et on va déposer une motion demain au comité des comptes publics pour qu'on puisse faire le point avec elle. Et on espère qu'elle va venir rapidement. Avez-vous parlé de cette motion-là avec vos compatriotes de ce comité-là, vos collègues? Pas encore. Ce ne sont pas nos compatriotes, nous sommes Québécois. Mais malgré qu'il y en a des Québécois là-dedans. Mais non, on n'en a pas parlé encore. Au bureau de Mme Simon, ce qu'on nous répond, c'est que c'est la Défense nationale, elle seule, qui a pris ces décisions-là, que elle et son bureau, Mme Simon, n'ont rien à voir là-dedans. Donc, est-ce que c'est... Bien, écoutez, la Défense nationale, ce que je cherche, c'est de l'argent des contribuables, ça? Bon, bien, je veux dire, c'est les dépenses qu'elle a faites, c'est pour elle et sa cour. Bien, à ce moment-là, je veux dire, tu sais, ça a transigé d'une main à l'autre, à savoir qui est la main finale qui a donné l'argent à le gouverneur général pour 100 000 de restauration pendant 8 jours. Moi, je vous dirais, là, peu importe là, la source de la dépense, elle doit venir en chambre, et en comité, pour nous expliquer justement pourquoi elle a fait ça. Alors, moi, je vous dirais, écoutez, si c'est la Défense nationale qui a allègrement financé ça, bien là, à ce moment-là, on ira dans un deuxième temps ailleurs. Mais c'est elle qui a dépensé, c'est elle qui a la responsabilité de venir nous dire en comité pourquoi elle a fait ça. Elle a la responsabilité, elle, ou c'est la Défense nationale? Parce que ce qu'on me dit à son bureau, c'est que c'est la Défense nationale qui a pris toutes les décisions. Bien, écoutez, ça, c'est la preuve qu'il faut l'entendre en comité. Qu'elle vienne nous dire ça en comité? Qu'elle vienne nous dire que c'est pas elle qui a pris les décisions, c'est la Défense nationale, qu'elle vienne nous le dire. Puis à ce moment-là, on fera un suivi, puis on continuera justement les actions pour qu'on puisse finalement faire comprendre à ce gouvernement-là ou à cette gouverneure générale-là que l'argent des contribuables, c'est précieux. Les gens travaillent à sueur dans leur front, puis ils payent leurs impôts correctement. Puis il faut que ces impôts-là soient traités avec diligence, puis il faut prendre soin de cet argent-là parce que, puis comme c'était le nôtre, bien, il faut faire en sorte que cette personne-là comprenne que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un État de droit. J'imagine que vous voulez que son témoignage soit rapidement, que vous ne pouvez pas attendre à l'automne. Bien non, absolument, il faut que ce soit rapide, le plus rapide possible. Là, c'est sûr qu'on est en fin de session, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais idéalement, il faudrait que ce soit le plus vite possible. Est-ce qu'à cause, justement, de la fin de la session parlementaire, on serait obligé de reporter ça à l'automne? Malheureusement, ça se peut, c'est possible. Mais nous, on veut que ce soit le plus rapidement possible, et c'est pour ça aussi qu'on passe par les comptes publics pour ça. Parlant de fin de session, vous faites quel bilan des 6 derniers mois ou depuis le début de l'année? Il y a eu d'entente entre le NPD et le gouvernement. Est-ce que ça a changé pas mal la donne pour le Bloc dans la mesure où vous avez perdu un peu? Bien, écoutez, moi, je vous dirais que la session parlementaire qui se termine, elle nous a montré une chose, on le savait, on s'en doutait, mais que l'identité et les valeurs québécoises s'entrechoquent avec le reste du Canada. Ils ont de la difficulté à accepter, justement, nos différences, et on l'a vu plus que jamais avec la contestation de la loi 21, avec la loi 96 qui a fait des remous ici. Alors, ce qu'on a vu actuellement, là, c'est dans ce Parlement-là, le reste du Canada qui n'a pas compris et n'accepte pas l'identité et les valeurs québécoises. Et le Bloc québécois est là justement pour défendre les valeurs et les intérêts du Québec. L'eau est de moins en moins au diapason du Québec. Bien, est-ce qu'il a déjà été? C'est la question qu'on devrait se poser. Vous, les élections, voyez-vous ça avant 2025? D'après ce que vous voyez, là? Écoutez, nous, on travaille en fonction du fait que il y aura une prochaine session parlementaire. On est en gouvernement minoritaire. Il y a une course à la direction au Parti conservateur. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Nous, on travaille comme si on avait une élection dans 4 ans, ce qui était annoncé par le gouvernement au lendemain de sa victoire. Et puis, évidemment, il avait dit que ça durait 4 ans. Bien, nous, on travaille, puis on ne se pose pas cette question-là. Vous la posez, c'est correct, mais nous, on ne se pose même pas cette question-là. On travaille, puis on fait le maximum pour les intérêts du Québec. Rapidement, sur la gouvernance générale, vous avez dit tout à l'heure c'est désinvol. Vous avez l'impression que ça a été fait de façon désinvol. Vous faites référence à d'autres gouverneurs généraux qui ont eu des dépenses, mais dans ce cas-ci, ça serait pourquoi c'est désinvol? Bien, écoutez, la désinvolture, elle n'a pas la priorité sur la désinvolture. Je pense qu'elle a eu des gens qui l'ont précédée. Il y a déjà eu des dépenses qui étaient désinvoltes, puis l'histoire en est remplie. Mais disons qu'elle a appris vite, mettons. Elle a un bon réflexe. C'est une femme de réflexe. Alors, elle a développé rapidement des réflexes de dépenser de façon désinvolte. Et ce n'est pas la première gouverneure générale. Malheureusement, pour le Canada, ça ne sera probablement pas la dernière. Et c'est pour ça que nous, on veut tout simplement abolir ce poste qui est complètement inutile.
je veux dire, ce qu'elle fait dans les faits, à part dépenser puis de coûter très cher à l'État puis aux contribuables, je ne vois pas d'autre utilité que ça. Merci. Bonne journée tout le monde. So, excitement? It was all right. What do you think of Mr. Poilievre's debut? He did great. Yeah, great questions. Looking forward to more of those in the fall. Well, here's Steph. I mean, I'll just ask for fun. Like, well, not even for fun, really, but Candace was in the interim position, like, it's a short period relative to Rana. What do you think the imprint is? She's left, and She's done a fantastic job of bringing our caucus together. You know, obviously we had a turbulent fall and first few months of this year, and she just got us all focused on the job at hand and set a great tone for our House team. Incredible work at committees. We've seen a lot of great work done there and exposing many of the lies that this government has told about the trucker protests and about some other things as well. So I think her legacy will be that she's leaving our next leader with a cohesive team that's ready to get behind the next leader and win the next election. what do you make of the 600,000 number? And I don't mean that, like, what does it say to you about the state of democracy in Canada, people's willingness to actually pay money, to engage? I think it shows the scale of the scope of the desire for change. The fact that people are so upset with what Justin Trudeau is doing, how he's demonizing Canadians, how he's dividing Canadians, and people are seeing in our party the vehicle for that change. And the fact that a record number of people have, as you said, paid money to sign up to join to get behind this, part of the change that is coming is phenomenal. It's phenomenal for the party. Obviously, the numbers that Pierre Poilievre has sold is incredible as well. I mean, I've never seen anything like that, selling over 300,000 of those. So it's great news for Pierre, great news for the party, great news for the Conservative movement, but most importantly, it's great news for Canadians. Do you think it has the potential? I know that a lot of people will just sign up for leadership and then that's it for them, right? But do you think that the party has a different kind of grassroots, not different, that's not the right word. Do you think this could change the party? Like, do you think people will get involved in riding associations and become volunteers and, like, take it further than just the leadership race? Or? That's always the hope, when we do experience surges in membership because of nomination races or because of leadership races. Obviously, we try to get people to stay engaged. So that's up to us as the party now that we have all these new members inside the tent willing to help out. It's up to us now to make sure that they stay engaged. But it's incredibly encouraging, to have that kind of new life injected into the party. It's fantastic, and it's also showing that we're growing beyond some of the traditional pools of supporters, where I've met people at some of Pierre's rallies that have never held a membership in a party. Some of them have even admitted that they've never voted before, but now they see a reason to vote, and they're seeing a reason to vote for the Conservative Party. So it's looking fantastic for the next election. Our party's in great shape. Candace has done a great job, and when Pierre is successful, we'll finish the job and form government in the next election. Thanks, Andrew. So I got to duck over to Mendocino. Trying to take what was an unprecedented public emergency order event and turning it into a partisan problem. That's fundamentally wrong, and if anybody should be apologizing, it's the interim Conservative Party Canada leader, Candace Bergen. Thanks very much. About the Collin Commission, Minister? Thank you.